Bonjour, mon nom est Sylvain Jutras, je suis ingénieur forestier et professeur titulaire spécialisé en hydrologie forestière au sein du département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. Je vous présente une capsule qui concerne les fonctions hydrologiques des milieux humides et cette capsule est faite en collaboration avec la CAPSA. Mon message en lien avec les fonctions hydrologiques des milieux humides, c'est que les milieux humides ont des fonctions hydrologiques très diversifiés. Ils sont souvent reconnus comme étant des éponges, comme étant des remparts contre l'érosion, des écosystèmes qui permettent la sédimentation de la sédimentation en général, qui fournissent de l'eau aux nappes phréatiques, qui peuvent même parfois prévenir des inondations. Ce qui est important de comprendre, et mon message s'en va directement là-dessus, c'est que chacun des milieux humides peut avoir certaines de ces fonctions hydrologiques, mais malheureusement, c'est impossible de tous avoir les mêmes fonctions, ces fonctions hydrologiques-là, pour un même milieu physique. Donc, ils ont aussi d'autres fonctions écologiques importantes, comme la séquestration du carbone, le maintien de la biodiversité. Ce sont des écosystèmes qui jouent souvent des rôles importants pour des corridors fauniques. Ce sont aussi des milieux qui produisent de la matière ligneuse, donc du bois, mais aussi qui sont utilisés à bien des égards pour de la production agricole. Ce qu'il faut retenir aussi, ce que je vais mettre l'emphase, c'est faire la démarcation entre le fait qu'un marécage non inondable, un marécage inondable et une tourbière, qui sont tous des types de milieux humides, sont très différents au sein de leur structure, mais sont extrêmement différents en termes de fonctions hydrologiques qu'ils donnent à nos sociétés. Donc, que sont les milieux humides? Je commence par vous expliquer la différence entre, justement, qu'est-ce que c'est en mettant l'emphase sur les milieux terrestres et les milieux aquatiques. Les milieux terrestres, ce sont des sites qui ne sont jamais inondés et pourvus d'un drainage, donc le sol qui va se drainer de façon excellente ou jusqu'à légèrement imparfait. Donc, n'importe quel territoire forestier qui n'est pas humide en fait, donc des territoires standards sont des territoires terrestres. Les milieux aquatiques, de leur côté, ce sont des milieux qui sont inondés en permanence, donc les lacs, les rivières, les mers, etc. Tout ce qui est entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques, ce sont tous des milieux humides, ce qui rend la chose extrêmement complexe parce qu'on a une très vaste diversité de types de milieux humides. Je vais commencer par vous exprimer ce que je considère être le milieu humide qui est le plus proche du milieu terrestre, donc un marécage non inondable. C'est tout simplement une forêt, un territoire avec des arbres, qui ont généralement de l'eau qui se tient proche de la surface. On a des sols qui sont généralement fins et on va retrouver dans ces écosystèmes-là une nappe phréatique qui est généralement proche de la surface et qui peut pratiquement parfois se ramasser presque au niveau du sol, à la surface du sol. Ensuite, on a les tourbières qui sont des milieux terrestres parce qu'on voit pas d'eau en permanence à ces endroits-là. Par contre, la nappe phréatique est tellement importante et tellement proche de la surface que des sols organiques sont présents et caractérisent les types de sols. Ensuite, on a les marécages de la plaine inondable. Ce sont des territoires forestiers, encore une fois, qui peuvent se faire inonder. Donc, ça prend un cours d'eau de grande envergure qui est à proximité de ce marécage-là, et lorsqu'il va avoir une crue importante du cours d'eau, le cours d'eau va déborder à l'intérieur du marécage en question, et là, ça prend des arbres qui sont capables de survivre à des périodes d'inondation qui peuvent être courtes et parfois très longues. Donc, le marécage de la plaine inondable a la caractérisation d'être inondable. En fait, c'est aussi simple que ça. On a ensuite les marais. Les marais, eux, ce ne sont pas des milieux forestiers parce que la caractéristique du marais qui le différencie du marécage, c'est l'absence d'arbres. S'il y a des arbres, ça devient un marécage. Donc les marais vont souvent être dominés par des herbes hautes et justement la fréquence d'inondation. Donc il y a des cours d'eau qui sont proches, des cours d'eau ou des lacs qui vont, lorsque le niveau d'eau est élevé, inonder le marais. Donc ça prend des plantes qui sont capables de survivre dans des cas d'inondation.
Je vous présente un peu les mêmes images et les mêmes schémas pour vous montrer qu'en période humide, là c'est illustré par des nuages qui tombent de la pluie, mais il faut penser aussi que la fin de la fonte de la neige au printemps a aussi le même effet. Donc on a des nappes phréatiques qui vont se ramasser très proches de la surface ou même des cours d'eau qui vont déborder sur les milieux qui sont situés dans les plaines inondables. Le marécage non inondable, ils sont très abondants dans les basses terres, entre autres les basses terres du Saint-Laurent, parce qu'ils sont caractérisés par des sols fins. On a justement la présence des basses terres se sont créées par la présence de lacs suite à la glaciation, il y a de ça plus de 8000 ans, et il y a des sols fins, donc argileux, qui se sont déposés et qui ont été créés pendant cette période-là. Donc, ce sont des sols qui sont peu perméables, qui ont aussi de très faibles pentes. Donc, dans ces deux cas-là, le sol est presque toujours humide parce que l'eau y circule très lentement. La végétation est donc tolérante à l'abondance d'eau dans les sols. Lors de fortes précipitations, il y aura de l'accumulation d'eau à la surface du sol, puis généralement, ce sont des sols qui sont peu perméables à très faible pente et qui auront justement des séquences de petites dépressions, des buttes et des dépressions. Lors de fortes précipitations, on va pouvoir constater que le sol est inondé. Mais il n'est pas inondé parce qu'il y a une rivière qui a débordé, mais bien parce que l'eau est tout simplement pas capable de s'infiltrer. L'eau qui vient des précipitations, de la fonte de la neige, n'est pas capable de s'infiltrer à l'intérieur des sols. Donc, à la surface des sols, il y aura de l'eau dans les dépressions. On peut considérer qu'ils sont inondés, mais par contre, ce qui est important des marécages non inondables, c'est qu'ils ne sont pas inondés par le débordement d'un cours d'eau qui est adjacent. Par contre, ce sont des milieux, puis là, c'est bien important de faire la différenciation, qui peuvent être riverains ou non riverains, parce qu'un milieu comme un marécage comme non inondable peut être à côté d'un tout petit cours d'eau. Et ces cours d'eau n'ont pas la capacité de déborder sur le marécage, même si le marécage est riverain, donc à proximité d'un cours d'eau, il ne joue pas les mêmes rôles hydrologiques que si le milieu était inondable. Ce sont des sites qui supportent des peuplements forestiers productifs. Donc, ce sont des sites et des sols qui sont propices à l'aménagement forestier durable et qui sont justement aménagés de façon durable depuis longtemps. Ici, je vous présente un marécage, la base de plein air de Sainte-Foy. On voit justement au printemps la présence d'eau dans les dépressions. Mais ce n'est pas un cours d'eau qui a débordé à cet endroit-là, c'est tout simplement que l'eau printanière n'a pas eu le temps de s'infiltrer à l'intérieur de ces sols-là. C'est des peuplements d'érablières rouges, comme là vous le voyez, avec une composante typique de milieu humide, donc certains types de fougères au sol. Les marécages non inondables ont des fonctions hydrologiques naturelles qui sont très intéressantes, en fait, qui sont pas tellement différentes, en fait, des milieux terrestres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas des milieux qui ont un rôle nécessairement important pour la réduction des crues ni de l'érosion. Parce que la réduction des crues et la réduction de l'érosion, ça serait possible d'en avoir s'il y avait un cours d'eau qui débordait sur ce milieu humide-là. Mais dans le cas d'une fonte printanière où l'eau reste prise, dans certains cas, dans des dépressions, c'est pas ça qui va réduire les crues, parce que dès qu'il tombe plus d'eau que la grosseur de la dépression, l'eau va finir par sortir, puis se rendre dans les cours d'eau. C'est pas des milieux qui sont reconnus pour recharger la nappe phréatique de façon importante, parce que justement l'écoulement est très faible, les sols sont peu perméables. Donc il n'y a pas de magie là, dans un sol argileux, l'eau va tomber, ça va prendre des semaines, voire des années avant de se rendre à la nappe phréatique. Ça n'a pas un rôle de filtration de l'eau parce que justement, c'est des milieux très plats, il y a peu d'érosion dans ces milieux-là parce que l'eau n'aura pas de vitesse si elle s'écoule à la surface des sols et n'arrachera pas de particules. Donc, c'est des sites aussi qui ont peu d'effet sur les débits d'étiage, donc maintenir des débits élevés en période de sécheresse, ça n'a pas d'influence sur ce type de milieu-là. Ce sont des milieux, par contre, qui ont des fonctions écologiques importantes de production forestière
et de production agricole, parce que lorsqu'un marécage est récolté et a été transformé il y a plusieurs décennies en un territoire agricole, ben c'est quand même un territoire qui était par le passé un marécage non inondable. Maintenant, c'est un milieu agricole et la production agricole est une des fonctions écologiques importantes qui est fournie par les marécages non inondables qui sont transformés en terrain agricole. Les tourbières, cette fois, sont des types de milieux humides qui sont extrêmement abondants au Québec. En fait, c'est ce qui représente 85% de tous les milieux humides sur l'ensemble du territoire du Québec. Qu'est-ce qui caractérise les tourbières? C'est qu'il y a présence d'un sol organique. Un sol organique, c'est un sol composé de tourbe et de matières décomposées sur au moins 30 cm d'épais. C'est des sites qui ont des très faibles pentes et la nappe phréatique est presque toujours près de la surface du sol. Si vous creusez un trou, vous allez toujours trouver l'eau en dedans de 50 cm, voire 30 cm de la surface du sol. Les fonctions hydrologiques naturelles des tourbières, c'est malheureusement pas celles qui sont souvent diffusées par rapport au milieu humide. C'est plate à dire, mais c'est largement documenté dans la littérature scientifique. C'est ce qui se rapproche, on peut illustrer, c'est pas parfait comme façon de faire, mais comme façon de vulgariser les rôles hydrologiques des tourbières, on peut les comparer à des éponges. Une éponge, malheureusement, les gens s'en rendent pas compte, là, mais c'est pas l'interprétation que la plupart des gens se font de la chose. Lorsque une éponge est pleine d'eau, si on essaie d'y rajouter de l'eau à l'intérieur de l'éponge déjà pleine, toute l'eau qu'on va rajouter va s'écouler. Donc, c'est ce qui se passe avec une tourbière lorsqu'elle est pleine au printemps et qu'il y a des pluies abondantes qui tombent sur une tourbière, ben c'est bien plate, mais toute l'eau qui tombe dans la tourbière va se ramasser très rapidement dans les cours d'eau. Donc, les tourbières alimentent les débits de crue au printemps. Par contre, les tourbières, c'est une autre fonction hydrologique naturelle typique des milieux humides. C'est reconnu pour retenir l'eau en période d'étiage, en été, donc quand c'est très sec. Donc, une éponge, lorsque l'excédent d'eau l'a quitté, elle peut garder une grande quantité d'eau sans la redonner. Donc, c'est des types de milieux humides qui réduisent les débits d'étiage en été. Donc, si on a une sécheresse et on a des grandes tourbières, ben il va y avoir encore moins d'eau dans les cours d'eau parce que la tourbière va garder l'eau dans sa structure, dans son sol organique, qui est comme une éponge. Donc, bizarrement, c'est pas les fonctions hydrologiques qu'on s'attend des milieux humides. Puisque ce sont des milieux qui ne sont pas inondés par le débordement des rivières, c'est pas des milieux qui filtrent des sédiments. Donc, on va souvent penser à des marais épurateurs faits avec de la tourbe, mais ça n'a rien à voir avec l'écosystème naturel qu'est la tourbière. Donc, c'est pas des milieux qui filtrent des sédiments. Et ce ne sont pas non plus des milieux qui sont des remparts pour l'érosion. Donc, ce qui est le plus important, par contre, à mettre en valeur, parce que ce ne sont pas des écosystèmes inutiles, bien au contraire, ce sont des des sites phénoménaux, en fait, pour la séquestration du carbone. C'est une quantité incroyable de carbone qui est fixée dans les sols et toute perturbation, tout drainage, toute modification d'une tourbière va presque unilatéralement favoriser la décomposition de la tourbe, et lorsqu'on décompose la tourbe, ben justement, on relargue du carbone. Donc, c'est des sites qui ont un rôle important pour séquestrer et accumuler du carbone, et il faut leur faire attention justement pour éviter de remettre ce carbone-là dans l'atmosphère. Ici, je vous montre un exemple d'un trou qu'on a creusé dans une tourbière, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler de la matière organique. Vous voyez comment c'est de la tourbe, c'est très typique, et ça contient une quantité phénoménale d'eau et de carbone. Ici, je vous présente une tourbière ouverte pour vous donner une idée de l'ambiance. C'est des territoires immenses, donc le carbone qui est accumulé dans ces endroits-là, ça se calcule en gigatonnes, c'est immense comme réservoir. Mais il ne faut pas négliger que beaucoup de surfaces de tourbières sont forestières, donc contiennent des arbres qui peuvent parfois être trop petits, mais parfois qui sont suffisamment gros pour être marchands et faire de la production ligneuse.
Un autre type de milieu humide, en fait, c'est le marécage de la plaine inondable, et c'est là que je veux amener votre attention. C'est probablement un de ceux qui a le rôle le plus important ou qui, en fait, détient les fonctions hydrologiques souhaitables pour notre société, qu'on donne souvent au milieu humide. Ben, ce sont les marécages de la plaine inondable qui fournissent ces fonctions-là. Donc, le marécage de la plaine inondable est inévitablement situé dans la plaine inondable. Ça va de soi, le nom le porte. Ce que ça veut dire, c'est qu'en période d'inondation, l'eau d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau qui se trouve à proximité déborde au-dessus du sol. Ici, je vous montre un exemple très local de Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Donc, on voit le lit de la rivière Bras-du-Nord et de la rivière Sainte-Anne. Dans le cas d'inondation, lorsqu'il n'y a pas d'inondation, l'eau s'écoule dans le lit de la rivière, mais lorsqu'il y a inondation, il va y avoir quelques centimètres d'eau qui va recouvrir, peut-être même à certains endroits, peut-être jusqu'à 1 mètre, quelques dizaines de centimètres d'eau qui vont recouvrir tout le territoire qui est en bleu pâle. Ce que ça veut dire, c'est que l'eau qui normalement serait juste en train de s'écouler à l'intérieur du lit du cours d'eau va maintenant s'étendre sur un très grand territoire et avoir une très faible vitesse de déplacement, ce qui fait que les sédiments qui sont dans l'eau pourront se déposer. Ici, je vous présente justement à partir du pont de fer un milieu humide qu'on voit qui est parfois constitué d'étangs qui s'assèchent pendant des périodes estivales. Donc, vous voyez qu'il y a une diversité de marais, de marécages, d'étangs. Et ici, c'est dans un autre milieu humide où, au printemps, ici, il y a probablement plusieurs pieds d'eau d'épais, mais on voit qu'il y a des arbres qui ont survécu. Donc, et qui vivent bien dans, justement, des périodes d'inondation. Donc, les fonctions hydrologiques naturelles pendant la période d'inondation, c'est que le marécage de la plaine inondable ralentit l'écoulement de l'eau, ce qui fait que ça peut accumuler les débris et les sédiments qui sont en suspension dans l'eau, justement, qui se déplacent au printemps. Ça a le rôle d'atténuer les crues et les inondations en aval du milieu en question. Donc, ça veut dire que lorsqu'un milieu humide qui a la possibilité d'accueillir l'eau de débordement de la rivière, ben c'est de l'eau qui se retrouvera pas plus bas avec une grande vélocité, avec une grande vitesse, dans un endroit où il y a peut-être des habitations qui sont susceptibles d'être inondées. Donc, ça peut favoriser aussi la recharge de la nappe phréatique. Les fonctions hydrologiques naturelles qui sont caractéristiques de ces types de milieux-là en dehors de la période d'inondation, parce que là, dites-vous que ces milieux-là s'inondent une fois par année ou peut-être 2 fois par année pendant une semaine, voire 2, mais pour les 50 semaines qui restent dans l'année, ben ce sont des milieux qui sont comparables aux autres milieux terrestres. C'est des milieux qui sont propices à la production forestière et même aussi propices à la production agricole. Donc, c'est des milieux qui peuvent jouer d'autres rôles en dehors de la période d'inondation. Par contre, ils doivent maintenir la capacité d'être inondés pendant les périodes d'inondation. Donc, ce qu'il faut faire attention pour le maintien des fonctions hydrologiques qui sont essentielles, qui sont très intéressantes des marécages de la plaine inondable, ben, c'est tout ce qui concerne les remblais, les digues et les routes qui pourraient empêcher l'eau de déborder dans ces milieux-là. Ça ferait en sorte qu'on perdrait les fonctions hydrologiques bénéfiques de ces types de marécages de la plaine inondable. Donc, les milieux humides, il y a un nouveau cadre légal qui est en place au Québec depuis juin 2017, donc la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Et à l'intérieur de la loi, il y a une modification de la loi sur l'eau. Et à l'intérieur de ça, on spécifie qu'il y a plusieurs fonctions bénéfiques des milieux humides qui sont à assurer et à mettre en valeur. Vous voyez celle que je vous ai dit au début de la présentation, donc rempart contre l'érosion et la rétention des sédiments, rétention de l'eau, donc réduction des risques d'inondation, réduction des risques d'érosion et la recharge de la nappe phréatique, conservation de la diversité biologique, écran solaire et brise-vent naturel, séquestration du carbone et atténuation des impacts des changements climatiques, et ça aide aussi pour la qualité du paysage. Mais toute cette liste de fonctions bénéfiques, et il n'y a aucun des milieux humides que je connais qui joue tous ces rôles-là. Au contraire, il y en a plusieurs qui jouent des rôles
inverses à ceux qui sont prétendus, et d'autres qui jouent des rôles avec une fonction différente ou un effet différent.